Bonjour Dia, comment ça va? Salut Aïcha, ça va et toi? Ouais, très bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout plaisir est pour moi. Ma première question, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? Où est-ce que tu as grandi et où est-ce que tu vis aujourd'hui? J'ai 32 ans, j'habite à Angers aujourd'hui et j'ai grandi à Rabat. Et alors, quel genre de petite fille, étais-tu? Est-ce que tu t'en souviens? Tu commences fort, hein? J'étais une petite fille un peu timide, mais assez dynamique, qui aimait la vie quand même. Il fallait un peu de temps pour m'apprivoiser avant de pouvoir, voir un peu le clown derrière. Ouais. Bonne élève à l'école, bien sûr, toujours des bonnes notes, sans beaucoup travailler non plus. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qui m'a un peu forgée par la suite justement où, il fallait continuer à être bonne, quoi. École tout du long et plus ça a été difficile, plus la dose de travail a été, demandée a été importante et plus ça ce critère a été important par la suite. C'est marrant que tu poses la question parce que c'est très, Et écoute, j'aime bien, démarrer de l'enfance. Déjà, je trouve que ça fait toujours quelque chose, quand on pose cette question c'est parce clair. qu'on doit se reconnecter justement à son enfant intérieur et j'aime bien ce geste-là et puis, l'idée aussi, c'est de voir comment tu as évolué. Est-ce que tu te souviens du métier que tu voulais faire, quand tu étais enfant justement? Archéologue. Ah ouais? Archéologue, vétérinaire, ouais, c'était les 2. OK. Je sais pas pourquoi j'ai été passionnée à l'âge de moi j'étais en CE1, où on a commencé un peu à étudier l'Antiquité et ça m'a passionnée et je me suis dit: «C'est ça que je veux faire, moi aussi, je veux aller creuser, la terre et puis, et Et puis trouver trouver des des bases, des c'est pots». ça. Ou des squelettes, C'est d'Égyptiens, ça, de pharaons. exactement et puis, vétérinaire parce que les animaux comme beaucoup d'enfants, je pense, hein. Donc oui, ma carrière par la suite a beaucoup changé par rapport à ces premières à ces premières envies d'enfant. Et alors justement, toi, en tant que bonne élève, tu nous le disais, qu'est-ce que tu fais comme étude ensuite? Alors j'ai passé un bac, scientifique et puis j'ai été à la Sorbonne, j'ai fait une licence d'éco-gestion et puis bien sûr, j'ai passé les concours pour les grandes écoles de commerce. J'ai été prise à l'EDEC, donc plutôt bien classée et puis après, bien sûr, c'était, qu'est-ce qu'on fait comme métier? Il faut quelque chose de super bien, donc le conseil. Quel conseil? Conseil en stratégie et puis j'ai un peu ouvert, toutes les portes comme ça de qu'est-ce qui se fait de mieux? Ouais. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui était, derrière? C'était, l'excellence ou le prestige? Un peu d'excellence, parce il faut faire les choses bien, c'est important. Un peu de prestige parce que les gens doivent savoir que tu fais quelque chose de bien, c'est important. Heu, L'ambition le rêve d'avoir une vie plutôt confortable par la suite, donc avec des Mmh. salaires qui sont plutôt confortables, un peu des 3. Mmh. Et il y a un peu, une partie des gens notamment qui font école de commerce et conseil aussi, qui savent pas vraiment ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent faire et du coup, c'est un peu le truc, «Je me ferme pas de porte, donc je fais du Exactement. conseil». OK, donc tu te reconnais aussi dans Exactement, cette trajectoire. exactement. C'était bon, je sais pas trop quoi faire. Bon, le conseil, ça recrute bien et puis de toute façon, on peut rebondir après. Mais quel type de conseil? Parce que si je fais du SI ou du management, ça me ferme des portes. Donc, essayer la stratégie parce que là, vraiment, ça va t'ouvrir toutes les portes. Mais jusque dans les stages, quel stage de césure va m'offrir toutes les portes après par la suite? Donc, j'ai fait de la fusion-acquisition dans une petite banque d'affaires. Donc, ça a toujours été, on limite les risques. Ouais, On ouais, garde ouais. les opportunités, les portes ouvertes et puis, à un moment, comme tu peux t'en douter, j'ai ouvert les portes et je me suis dit: «Bon maintenant, par où je sors?» Ouais, parce que ouais, c'est ça, c'est ça. j'aime pas trop cette dernière pièce, quoi. Et alors, en tant que consultante, en stratégie, comment ça se passe pour toi et c'est quoi ton rapport au travail? Au début, c'est super. C'est super parce que, des missions très courtes, on monte très vite en compétence sur certains sujets donc quand tu deviens expert, de ce marché, de secteur très niche, tu te dis: «Waouh, mais c'est super, c'est génial». Donc au début, c'était top. Je me suis beaucoup amusée et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que, ça appuie un petit peu là où ça faisait mal. Sur, cette envie, d'exceller, mais en fait, on a l'impression que c'est jamais assez bien.
À chaque début de mission, je me suis dit: «C'est bon, ils vont se rendre compte qu'en fait, je suis pas si bonne que ça». Ça a duré 4 ans. Mmh. Donc à un moment, ça commençait à tirer un peu sur cette corde-là. Donc c'était assez difficile, le fait aussi de devoir, d'avoir une évaluation tous les 6 mois où soit on était promu, soit on restait, ben, ça nous pousse aussi à toujours donner plus. Et puis à un moment, je m'y retrouvais plus. Dans quel sens, tu t'es retrouvée plus? Je m'y retrouvais plus parce que j'avais perdu ce plaisir-là du début d'apprendre. C'était beaucoup de surperformance et autant au début ça me dérangeait pas tant que j'avais confiance dans mon management, dans mon équipe et que je prenais quand même plaisir à faire ça et puis à un moment, voilà, cette confiance a été un peu rompue et je me suis rendu compte que, ben, je donnais beaucoup de moi et qu'en face, ben, la reconnaissance était pas si, si évidente que ça. Et ça a été un peu dur de se dire qu'en fait, c'était mon cabinet, mais moi j'étais qu'une consultante parmi, Mmh. tant d'autres pour eux et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bon, 4 ans, c'est déjà pas mal, qu'est-ce qu'on fait ensuite?» Et il me semble que c'est là aussi où arrive, 2020 et la crise, du covid et le confinement, c'est ça? Absolument, c'est exactement ça. Il y a eu Et un alignement des planètes où, le moment où je n'en pouvais plus de mon job, bah, il y a eu, 2 mois chez moi où per où le chômage partiel m'a laissé tranquille, je recevais plus de ah oui, mails. donc en plus, tu étais pas staffée, tu étais bien J'ai été tranquille. staffée à moitié, même pas en plus, c'était du commercial ou du congé donc c'était mais ça m'a fait un bien fou et c'est là où je me suis dit: «Ouais, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose» parce que je voulais pas retourner. Je voulais pas y Mmh. retourner et je me suis dit: «C'est bon, là, peut-être que il y a le choix un choix s'impose». Mmh. Et alors à cette, période-là, est-ce que tu te dis: «Bon, bah, je vais aller voir ailleurs, dans le monde corporate»? C'est quoi, voilà, les options que tu vois devant toi, notamment pendant la période du covid? Alors au début, j'ai pensé à bouger en corporate. Je me suis dit: bon, quitter un cabinet de conseil pour rejoindre un autre cabinet de conseil, c'est tout recommencer à zéro, mais avec le background et les antécédents où j'en avais jusqu'ici, donc donc forcément, c'est c'était pas une option, bon, c'était envisageable au cas où je trouvais rien, bien sûr, mais c'était pas ma priorité. Je me suis dit: «Pourquoi pas corporate?» mais à nouveau, où? Quoi? Quelle sorte de job? Dans quelle sorte d'équipe? Et puis on sortait du confinement, on était encore en plein covid, donc les offres, Ouais. intéressantes en corporate n'étaient pas il y en avait pas non plus des milliers et des milliers sur LinkedIn. Donc j'ai commencé à me dire: «Est-ce que ce serait pas le moment de faire autre chose et de me mettre à mon compte, de créer mon entreprise?» J'ai toujours su que je voulais à un moment créer quelque chose à moi. Depuis très jeune, j'avais cette ambition-là, mais dans mes concours d'école, je disais toujours, «Je vais faire du conseil, puis après je vais créer quelque chose». Ah ouais. Qu'est-ce qui t'attirait dans cette, idée-là? Je saurais pas dire. Je pense que j'ai toujours été un peu indépendante, donc je savais que avoir un boss ou plusieurs boss toute ma vie, c'était pas forcément un modèle qui allait m'épanouir. J'ai toujours senti en moi cette volonté de de n'avoir à rendre des comptes qu'à moi-même. Mmh. Et puis, je sais pas, peut-être un peu de prestige aussi de se dire: «Ouais, je bosse pour moi, mon travail, en tout cas mes heures que je mets, je les investis en moi». Enfin, c'est Mmh. tous les discours, un peu Est-ce que c'est un classiques des background, familial justement d'être à pas son du tout, compte? OK. pas du tout. Mes 2 parents sont médecins, fonctionnaires en plus, à l'hôpital donc mon papa a fait un peu de conseil en parallèle, mais non, la fibre business, c'est pas du tout dans notre OK. famille et puis, c'est marrant parce que mon petit frère aussi a toujours dit qu'il allait, monter son entreprise et et ça et je pense qu'on a cette ambition-là, lui et moi, mais ça a toujours été un peu compliqué parce que justement, on n'a peut-être pas cette fibre-là familiale, donc il y a eu beaucoup de perfectionnisme, on a perdu un peu de temps et lui et moi dans cette volonté de que tout soit nickel avant de pouvoir se lancer et on n'était pas trop dans la mentalité de un peu vraiment business à l'américaine où, bah, c'est pas Ouais, grave, ouais. tu te lances, tu te trompes, bah, au moins tu auras appris quelque chose. Non, c'est vraiment, surtout si tu te lances, il faut être bien sûr, attention et si ça Je marche vois pas très dans bien 6 ce que mois, tu tu fais veux quoi? Tu dire. retournes dans le conseil? Voilà. Peu On à te la pose 1000 française. questions avant même que tu fasses Ouais, la 1re étape. ouais et on a une peur de l'échec
monstrueuse parce que et alors OK, j'ai lancé mon entreprise, j'ai voulu tester, j'ai essayé, j'ai appris plein de choses, en même temps j'ai 25 ans, si j'ai pas tout juste du premier coup et que je deviens pas millionnaire, c'est peut-être un peu normal quoi, hein. Mmh On mh. oublie que toutes les grandes success stories business en fait ont commencé toutes petites et il y a eu des erreurs, Des des ratés, ouais. essais, des ratés. Et quand on a un peu ce perfectionnisme, syndrome de l'imposteur, l'envie de réussir, d'excellence, de prestige, on l'oublie sans directement aller, à l'étape où on réussit et et je peux vous dire Et que ça se passe pas comme ça. et alors justement, toi, à l'idée de donc à un moment donné, tu décides de quitter le conseil Mmh. et de te lancer à ton compte. Heu, Avant qu'on parle du contenu, de ce que tu fais, mais est-ce que tu avais justement cette peur de l'échec ou est-ce que, dès le début, tu t'es autorisé, un chemin, voilà, rempli d'embûches ou pas, dans quel état d'esprit tu étais? Alors je suis partie en me disant: «J'ai mon bagage dans le conseil, donc quel que soit X, je pourrai y retourner si j'en ai besoin». Mmh. Donc je savais que j'avais ce matelas un petit peu de sécurité. J'avais 28 ans à l'époque, donc je me suis dit: «Même si je perds entre guillemets, 2-3 ans, au Quelques final, années. je reste encore, au début de ma trentaine, donc j'ai de quoi faire par la suite. Je peux me retourner encore et encore». Donc j'avais ce petit matelas de sécurité qui me disait: «Bon allez, go, essaye». Mmh. Mais quand je suis partie du conseil, mon objectif premier, c'était d'ouvrir un studio de cycling, un peu comme Dynamo, Mmh. SoulCycle et cetera pour les personnes qui connaissent, en Suisse, à Lausanne. Donc je suis partie, j'ai fait une formation et puis j'ai commencé un peu à regarder, à faire un benchmark. Bon, je l'avais commencé un petit peu avant quand même en tant que bonne consultante, mais je suis Mmh. il fallait que j'aille voir un petit peu en vrai comment ça se passait sur place et en fait, c'était pas viable. C'était pas viable, beaucoup trop cher, assez compliqué d'un point de vue aussi administratif et heu honnêtement, je devais être caution solidaire d'un prêt sur, des plusieurs centaines de milliers de francs suisses et clairement, c'était pas du tout dans mes capacités. Ouais, Donc ouais. voilà, au final, mon projet pour lequel j'ai quitté, que j'ai annoncé à tout le monde, que j'ai porté auprès de ma famille, mes collègues, mes boss et cetera, Ne en voit soi pas le échec. jour. Ouais. Bon, Ouais. je l'ai pas lancé, je me suis pas endettée sur, 500 000 francs suisses pour dire après c'est un échec. Bon, je me suis un peu, retenue, mais mine de rien, il a jamais vu le jour et puis, à ce moment-là, c'est bon, qu'est-ce que je fais? Mmh. Est-ce Mmh. que je vois ça comme un échec? Au final, mon projet, ça s'est pas fait. Peut-être que je suis pas faite pour ça. Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je me lance dans autre chose? Je réfléchis. Donc, ça fait partie aussi de l'aventure. Mmh. Est-ce que tu as été, déçue? Pas vraiment, pas vraiment parce que, au final, choisir, c'est un peu renoncer et donc là, Mmh. comme j'ai pas fait ça, ça m'ouvrait aussi des portes vers d'autres choses auxquelles j'avais pas forcément pensé et bon ça ne s'est pas fait. OK, très bien, c'est pas grave, il y a plein de choses aussi à faire, donc c'était pas non plus l'ambition de ma vie dont je rêvais toute petite. J'étais plus sur l'archéologie, hein, on se rappelle. Ouais, Donc ouais. C'était donc au pas le final le ouais, cycling, c'était pas dans tes plans d'enfant. non. Donc OK. heu, donc voilà, je partais avec mon petit matelas de sécurité, je me suis dit: «On va essayer» et honnêtement, dès que j'ai quitté le conseil, j'ai décidé de faire un peu la paix avec justement cette vision de l'échec et avec, l'imperfection. De dire: c'est pas grave, c'est pas parce que c'est pas nickel que c'est pas bien» Mmh. et j'ai essayé en tout cas d'aller sur ma réinvention en ayant Mmh. cette mentalité-là et se dire: «Bon, je suis en terrain inconnu, il y a personne pour me guider et cetera. J'ai juste, mes tripes, comme guide qui me dit: "Est-ce que c'est une bonne idée ou pas?"» Donc on va mettre de côté cette envie d'exceller, de prestige et on va juste aller voir, ce qu'on peut faire de bien et qui peut nous apporter de la joie. Mmh. C'est sûr que, l'excellence, c'est quand même, plus simple. L'excellence et la perfection, en tout cas l'aspiration à la perfection, c'est aussi plus simple quand il y a un manuel, quand tout est tracé et que, les actions qui sont justement vues comme excellentes, elles sont vues, reconnues, on sait ce que c'est, tu vois? Notamment en entreprise ou dans certains milieux, tu vois? Le conseil typiquement, c'est très vrai. Mmh. Tu sais, what good looks like, tu vois? Dans l'entrepreneuriat, pas du tout en fait. Il y a
40 000 manières d'arriver à un résultat. Ouais. Et alors, donc pendant ces années, toi, tu connais aussi, ben, parcours, intérieur et donc notamment une relation à la nourriture. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors, comme beaucoup de jeunes filles, bon et même de jeunes hommes, mais surtout de jeunes filles, bah, à l'âge de 18-19 ans, je me suis dit: «Ah, ce serait bien que je perde quelques kilos quand même pour ressembler aux filles qui commencent un peu à pointer leur nez sur les réseaux sociaux». C'était au tout début d'Instagram et cetera, des fit girls, donc je me suis dit: «Moi aussi je veux ressembler à cette fille-là», donc un petit régime par-ci, un petit régime par-là et en fait, ça m'a totalement, totalement, déconnectée et ma relation à la nourriture a été détruite et puis, voilà, il y a comme beaucoup de gens, reprise de poids, reperte de poids, reprise du poids, pris encore plus et puis un peu ce yo-yo qui m'a suivie pendant des années et puis, en parallèle, moi j'avais mes études, je commençais dans le conseil, donc on ajoute beaucoup de stress à ça et puis à cette sensation de: «Mais pourquoi est-ce que je peux tout réussir mais, là, sur la nourriture, j'ai aucune discipline, alors que Mmh. aucune volonté, alors que j'ai eu la volonté de tout faire Mmh mh. et puis en parallèle, j'ai eu tous ces problèmes-là, j'ai eu des compulsions alimentaires et heu et donc et professionnellement et personnellement, ça a été un petit peu compliqué, quoi, à un moment. Est-ce que ces compulsions, est-ce que, ça s'invite au premier régime et donc à la première re «restriction» entre guillemets? Ou est-ce que c'est plus sournois que ça et que ça s'installe, un petit peu, tu vois, Non, discrètement? ça s'installe plus tard parce Mmh. que le premier régime, il est en or, il est super, c'est facile, les kilos fondent et puis finalement, on reprend un peu, mais pas au début, ça reste gentil. Mmh. Et puis ce qui a vraiment un peu, basculé, c'est vraiment avec l'avènement des fit girls et sur Instagram où, ben, toute la semaine, c'est nickel et puis en fait, tu as le droit à un cheat day ou un cheat meal par Mmh semaine et mh. en fait, c'est ce cheat meal qui devient une compulsion et c'était une habitude après que j'ai prise et qui a beaucoup débordé où finalement, c'était pas une par semaine, mais il y en avait plusieurs et c'est vraiment cette sensation de, ben, il faut être nickel tout le temps et puis on a le droit à un moment de plaisir et c'est ça qui est un peu, en tout cas pour moi, hein, Ouais et c'est ça là devient qui a incontrôlable. vraiment ouais, entraîné la perte de contrôle régulière et le cycle vicieux de, ben, comme j'ai qu'un moment pour me faire plaisir, il faut que j'en profite, mais comme j'en ai trop profité, ben, il faut que je fasse encore plus attention et puis ce cycle un petit peu, ce cercle Et vicieux qui nous maintient au fond. mmh et puis tu t'en veux, tu as honte, je Ouais. je connais bien cet intérieur, là. Exactement et puis c'est difficile de mettre le doigt sur ce qui cause la compulsion parce que tu as eu, une grosse journée, ça s'est pas très bien passé, c'était hyper stressant et en fait, tu rentres chez toi et puis c'est là, il y a la compulsion et tu te dis: «Ben, forcément, c'est le stress. Je mange mes émotions». Alors qu'en fait, pour moi, en tout cas, c'était que je j'avais rien mangé de la journée. Donc c'est un peu, les facteurs sont un peu, sont pas exclusifs. Donc c'est un peu difficile de sortir la tête de l'eau et de comprendre ce qui se passe. J'ai été voir plein de diététiciens, médecins nutritionnistes, mais moi je leur disais que je voulais perdre du poids, parce que c'était mon objectif et ils sont complètement passés à côté du Et diagnostic et parce que tu ressortais avec un un autre régime. régime, hypocalorique, quoi? Ouais, je ressortais toujours avec un autre régime et que mais que j'arrivais plus à suivre parce que c'était ça le la cause de mes problèmes au final. Est-ce que, tu t'es sentie aussi, à l'aise, notamment par rapport à ces médecins ou, vers, d'autres personnes, de dire: «Bah, voilà, je suis, mais après, bah, c'est, heu, enfin, voilà, après j'y arrive pas et voilà ce qui se passe», tu vois? T'en parles pas. Ouais. T'en parles pas parce que c'est pas, bon j'ai mangé un Kit Kat à 17 heures le vendredi alors que j'aurais pas dû, c'est que j'en ai mangé, 14. Donc là, tu penses que c'est toi le problème. C'est toi qui n'arrives pas à tenir ça parce qu'il y a un ouais, il y a une addiction au chocolat. J'ai cru pendant très, très longtemps que j'étais addict au chocolat, alors qu'au final, c'était pas du tout le cas. Malheureusement, en tout cas, aujourd'hui, ça change beaucoup et j'essaye de faire partie de, cette dynamique-là de, ben, on manger bien, c'est pas forcément être au régime et la perte de poids n'est pas forcément, la façon d'être en la meilleure façon pour être en meilleure santé. Mais à l'époque, les médecins nutritionnistes, les diététiciens, c'était plutôt des amaigrissologues. Tu y allais, Ouais, tu ouais. sortais avec un régime et on s'intéressait à l'assiette, mais on s'intéressait pas aux mangeurs. Ouais. Alors que ce qu'il aurait fallu et ce que j'essaye de faire personnellement, c'est de m'intéresser à la personne. Qu'est-ce Mmh. qui se passe?
Qu'est-ce que tu Mmh mh. ressens? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe quand tu manges? Comment est-ce que tu manges? C'est ça le dénominateur qui change tout. Mais Mmh l'assiette, mh. c'est un peu secondaire. Il suffit de demander à une IA et elle te dit ce qu'il faut manger. Savoir ce qui se passe dans le cœur, la tête, le corps du mangeur, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui Mmh est mh. passionnant. Et toi, du coup, tu me racontais que paradoxalement, c'est, les réseaux sociaux qui t'ont finalement aidée. Mmh. Qu'est-ce que tu y as trouvé? Est-ce que tu peux nous Ils ont été raconter? ma perte et ma renaissance. C'est fou. Je suis tombée sur, des comptes de diététiciennes américaines qui parlaient d'alimentation intuitive et qui parlaient de binge eating disorder, donc d'hyperphagie boulimique, un trouble du comportement alimentaire où, bah, on a des accès hyperphagiques, où on mange en très peu de temps une grande, grande quantité de nourriture et ça fait tilt! Mmh. Là, je me suis dit: «Mais en fait, je sais pas qu'il y a un problème chez moi, mais c'est juste que c'est mon le système que j'utilise pour manger, pour maigrir, c'est ça qui me maintient dans cet état-là. Et puis une fois que j'ai pu mettre, toutes les pièces du j'ai pu assembler toutes les pièces du puzzle, là, j'ai compris qu'il y avait autre chose et qu'en fait, Mmh. j'avais perdu des années à faire la chasse à un truc qui me causait du mal, en pensant Et que c'était ce qui allait me sauver. ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, un peu le mécanisme entre, bah, le contrôle et du coup la compulsion ou l'hyperphagie et comment le cycle s'installe, quoi? En général, quand on contrôle, on commence à avoir de la frustration, à accumuler, voilà, de la faim, cette impression de pas pouvoir se faire plaisir, il y a quelque chose qui manque, on est en train de construire une tension en nous, une petite tension, un inconfort et puis à un moment, cet inconfort devient tellement élevé qu'on craque et qu'on mange quelque chose qu'on devrait pas. Sans même rentrer dans la compulsion, même un peu plus tôt dans dans l'histoire, juste on craque et en fait, on se rend compte que oui, ben, j'ai contrôlé. En fait, dès que j'ai lâché le contrôle, ben, j'ai mangé, une tablette de chocolat et j'aurais jamais dû. Le Et fameux aliment interdit, quoi. le fameux aliment interdit. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a craqué, ben, ça renforce la croyance selon laquelle, ben, si je quand je craque, je mange n'importe quoi, donc ça me motive à garder le contrôle encore plus fort et j'ai pas le droit de manger de chocolat parce qu'en fait, dès que j'en mange, c'est la tablette qui y passe. Mmh. Donc le contrôle se fait encore plus fort, la privation est de plus en plus intense et puis la frustration aussi, l'obsession qui en découle aussi. On craque encore. Quand on craque, bah, on craque encore plus fort, ce qui nous confirme qu'il faut qu'on contrôle encore, encore plus fort et puis ça n'en finit pas. Ça en f Enfin, moi, je suis arrivée à un stade où je mangeais des pommes pendant 3 jours pour pouvoir après compenser, cette compulsion que de toute façon je savais qui allait arriver, quoi. Ouais, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire Et et corrige-moi si je me trompe, mais en plus notre cerveau, entre guillemets, il est pas fait pour contrôler comme ça, il est pas non, fait pour, voilà, s'interdire des aliments. on vit très mal la restriction. Mmh. On vit très, très mal la restriction et ça en fait, la restriction, c'est un peu son nom parce qu'il y a 2 phases. Il y a soit la restriction physique et soit la restriction cognitive et parfois il y a les 2. Restriction physique, c'est vraiment la privation de nourriture, on a faim parce qu'on est au régime, parce qu'on veut maigrir, parce qu'on veut, se être en déficit calorique, donc on se limite à 1 200, 1 500 calories max par jour. Ben, les jours se suivent et puis à la fin de la semaine, ben, le corps, il est en retard de 2 000 calories et face à ce retard-là, toute la bonne volonté du monde ne sert à rien. Parce qu'il y a un instinct de survie qui est plus Parce fort, qu'il quoi. y a l'instinct de survie, le corps a besoin de manger. Le rôle le plus important du cerveau, c'est pas de réfléchir, d'inventer des choses, d'enregistrer des podcasts, le rôle principal du cerveau, c'est de maintenir le corps en vie. C'est de gérer Mmh. l'énergie et de te maintenir en vie. Donc il va faire ce qu'il faut. Et c'est pas parce que manger c'est un acte semi-conscient, c'est que OK, on décide d'aller chercher à manger, mais il y a tout un tas de mécanismes qui se font de façon inconsciente. On commence à penser à la nourriture, on salive, la nourriture tourne en boucle, nos Mmh. papilles deviennent plus sensibles aussi. Donc la première bouchée quand on est affamé, elle est sublime et c'est ce qui nous pousse à aller continuer à chercher. Et tout ça, c'est des mécanismes qui sont pas du tout conscients et c'est pas avec de la discipline qu'on peut, les dominer. Et puis il y a la restriction cognitive et ça, c'est les interdictions. C'est se dire: «Même si je mange, je n'ai pas le droit de manger» et ça, il y a des effets, que toutes les personnes au régime vont pouvoir confirmer. Le foutu pour foutu. «Ah, j'aurais jamais dû manger, une tranche de pain ce midi. Bon, de toute façon, c'est foutu, donc ce soir, je me fais plaisir et puis demain, on reprend le régime».
Le dernier repas du condamné. J'aime bien leur donner des petits noms un peu comme ça. Ouais. Dernier repas du condamné. Je sais que le régime va reprendre lundi. Là, je suis en week-end pendant 3 jours à Madrid. Alors là, Aïe, aïe, je aïe. vais manger tous les montaditos possibles et imaginables parce que je sais qu'à partir de lundi, c'est un truc auquel je n'aurai plus jamais accès. Et justement, ça crée de l'insécurité alimentaire, même si c'est volontaire. C'est ça qui est dommage, c'est que ça crée de l'insécurité et dès qu'on est en présence de nourriture, ben, on va aller, faire des réserves parce qu'on sait qu'on va manquer. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment pas un manque de discipline ou une faiblesse, c'est physiologique, comportemental, enfin c'est tu ne peux Ouais, pas en fait, tenir la restriction et le contrôle. non. Et alors donc toi, tu découvres, tous ces Mmh. concepts-là, c'est quoi ton cheminement? Ou la suite de ton cheminement? Je découvre, ce concept-là, ça a été le déclic, et après honnêtement, une fois que j'ai mis cette volonté de perdre du poids de perdre du poids de côté, ben, au final, tout s'est envolé. Ça a pris quelques mois, hein, c'est pas magique non plus, parce que c'est des années à déconstruire et cetera, mais ça a été un avant-après, mais phénoménal. Et puis, quand finalement mon projet de salle de sport, à Lausanne ne s'est pas fait, je me suis dit: «Ben, ce serait pas mal ça, de pouvoir être cette voie-là et de faire ça professionnellement et de pouvoir aider les gens qui, comme moi, étaient coincés dans ce cercle vicieux à lutter contre elles-mêmes et sans pouvoir en sortir, à justement avoir une vie meilleure parce que c'est ça l'important, c'est de mieux vivre. Et je savais que je pouvais me permettre, de reprendre mes études pendant un petit peu de temps et donc je me suis lancée là-dedans. Et j'ai Mmh. repris un BTS, diététique à distance parce que bon, à 28-30 ans, hein, on va pas retourner Sur les bancs on de va pas l'école? retourner sur les bancs de l'école. Avoir un emploi du temps, c'était vraiment pas, une priorité. Et donc je me suis lancée dans ces études et j'ai décidé d'en faire, mon métier. Mmh. Et en plus parce que pour une, reconversion, c'est des études, relativement longues. C'était combien de C'était temps 2 ans, d'études? Ouais. 2 ans. Et alors, comment tu vis cette période de formation et est-ce que, la formation en soi, voilà, satisfait, tes ambitions et tes aspirations? Alors je savais que la formation de diète, c'est pas la plus sympa. Bon ça franchement, c'est une formation difficile. C'est un des BTS les plus compliqués et honnêtement, on pourrait en faire, 3 ans de licence avec le même contenu tellement c'est dense. Mais c'est un peu à l'ancienne, donc un peu d'amaigrissologie. Il y a beaucoup de choses sur, l'hygiène des aliments, sur la restauration collective. Il y a toute une partie sur, les pathologies, la physio, qui est passionnante. Là, je me suis dit: «J'aurais dû faire médecine», mais bon, reprendre 15 ans, c'était peut-être un peu compliqué. Finalement, Mmh. 2 ans, c'était pas si long et Ça se fait, ça se fait. On a une invitée qui l'a fait, hein, mais j'ai écouté ce podcast, j'ai été impressionnée. Mais c'est vrai que ouais. waouh, il Mmh faut mh. du courage. Et Et puis je savais que, la formation qui allait vraiment m'intéresser, donc sur la relation à la nourriture, sur l'alimentation intuitive, sur les troubles du comportement alimentaire aussi, c'était en plus. Donc je OK. savais que voilà, le BTS, c'était un peu comme le permis de conduire. C'était il faut le passer parce que tu en as besoin pour pouvoir exercer ce métier, mais c'est après que ça devient intéressant. Ouais, mais donc ce qui explique aussi pourquoi la plupart des diététiciens, ne en fait, sont pas sensibilisés ou sont pas formés à ces approches-là. Donc, toi, Ouais, tu as dû rajouter, des formations à côté. ouais. Et alors ensuite, tu te lances en consultation. Mmh. Comment se passe le début Je pour toi? je me lance en libéral et au début, c'était très, très dur. Alors déjà, j'avais pas beaucoup de consultations, hein. Honnêtement, ne vous attendez pas à une activité florissante, On est dès, d'accord. les premiers mois. Honnêtement, là, ça fait presque 2 ans que j'ai commencé les consultations et ça commence à peine à devenir un petit peu intéressant et j'ai OK. encore du chemin avant d'en vivre pleinement. Donc vraiment Ouais. ça prend du temps, hein. Ouais, de construire une On n'est pas activité, sur la c'est sûr. success story, instantanée et puis surtout, c'est dur parce que j'avais pas appris beaucoup de choses sur la posture, je ne savais pas comment poser mes questions. J'avais tellement peur de créer plus de mal, comme ce que les autres ont fait pour moi, donc vraiment j'avais super, super peur et au début, j'ai offert beaucoup de consultations. Mmh. Pourquoi tu J'ai les offrais?
Parce que j'avais l'impression que c'était pour faire mes armes, un peu des consultations brouillon, on va dire et puis je me suis dit: «Ben, si je suis pas au niveau, ben, au moins la personne n'aura pas payé et elle pourra pas dire, "Non, je suis déçue"». Parce Mmh. que bon, c'est encore ben, j'ai toujours peur aujourd'hui de décevoir, de dire, la personne est venue, elle a pris rendez-vous, elle est venue avec tout son espoir, ses problèmes, elle m'a fait confiance et en fait, elle repart en se disant: «Mais Mmh. c'était pas Mmh. ouais, bon, OK». Donc c'est quelque chose qui m'avait vraiment un peu paralysée au début et j'ai offert beaucoup de consultations. Et alors, comment tu as aussi décidé d'arrêter, j'imagine, ou de limiter? Mon échéance, de loyer est arrivée. Non, j'ai arrêté parce qu'à un moment, je me suis dit: «C'est bon, Ouais, j'ai assez offert maintenant, il faut aussi crever l'abcès et se dire, "On se lance"». ouais. Et puis, effectivement, j'ai essayé de faire la paix aussi avec l'imperfection, toujours. Peut-être que ce sera pas nickel, mais j'ai assez appris, j'ai fait plein de je suis toujours en formation continue pour apprendre des nouveaux outils, des nouvelles approches, des nouvelles façons de faire donc à un moment, ben, c'est de l'expertise aussi, hein, même si j'en ai pas l'impression parce que je me compare souvent à ceux qui sont installés depuis longtemps, qui font tout bien. Donc, à un moment, il faut se lancer. Il faut se Ouais, lancer ouais. et petit à petit se dire: «Bah, c'était pas si mal». C'était pas si mal et donc pour me guider, je fais quand même un peu enfin, j'ai un process où, ben, j'envoie régulièrement des questionnaires de feedback, donc ça me permet de réajuster le suivi au fur et à mesure. J'essaie de créer un espace où, bah, ma patiente ou mon patient peut vraiment dire les choses et dire: «Non, ça, j'ai pas envie. Non, ça, c'est pas ouf. Non, là, tu es peut-être tombé un petit peu à côté du truc». Donc Mmh. j'essaie de créer ce partenariat où en fait, moi, je fais de mon mieux, la personne fait de son mieux et ensemble, en fait, on va arriver à quelque chose. Ouais, ouais, complètement, et je me reconnais aussi dans ce que tu dis parce que dans des métiers un peu, humains et qui touchent à des choses très imbriquées en plus, tu toi, en tant que professionnel, tu peux pas non plus être garante du résultat, en fait, Mmh, et c'est un process pour la personne. Donc même si tu délivres extrêmement bien le message et même si, littéralement, tu es parfaite dans ton job, tu enfin, voilà, tu peux pas faire le boulot à la place de l'autre personne, et même le boulot de l'autre personne, on sait qu'il est complexe et que c'est un process, donc c'est mmh. exactement ça et faire la paix avec la nourriture, c'est beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de déconstruction donc nous, en consultation, on peut déconstruire, on peut faire des exercices mais après en fait, on plante des graines que la personne en face doit faire germer au jour le jour. Mmh Et mh. ça, on n'a pas la main dessus. Donc et quand la personne le fait pas, au début, je me demandais toujours: «Mais est-ce que j'ai été assez claire? Est-ce qu'elle a compris pourquoi c'était important? Est-ce que c'était irréaliste? C'était trop compliqué?» Et je remettais beaucoup en question, ma position à moi et c'est vrai que bon, on n'est pas c'est pas des slides, on n'est pas maîtresse à 100 de ce qui de le ré du résultat final. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un exercice de tous les jours d'accepter. Ouais, ouais, et puis, peut-être aussi que tu vois que dans tes patients, c'est un peu en dents de scie aussi. Il y a parfois des améliorations avant de revenir un petit peu en arrière Mmh, et de repartir, ouais. et alors D'ailleurs, tu je ouais. présente pas la guérison, comme une droite, hein, même s'il y a des dents de scie. J'aime bien la présenter sous forme de spirale où en fait, Mmh. à chaque boucle, c'est un peu un retour à un ancien comportement, mais après on refait des efforts et tant que la dynamique est là ascendante, ben, c'est de la progression et au final, on déconstruit des comportements qui sont automatiques, qui sont ancrés depuis des années. C'est pas en 2 heures de consultation que ça va se résoudre par magie, donc il faut quand même avoir un état d'esprit positif, être patient, être bienveillant, non jugeant et ça prend du temps, Ouais, ça prend ça du prend temps, du ouais, temps. et alors tout à l'heure, tu parlais de déconstruction, Ouais. est-ce que, bah, tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'on doit déconstruire? On doit déconstruire l'importance d'être dans un corps mince. Pourquoi est-ce qu'on veut être mince? Pourquoi c'est si important? Est-ce que c'est vraiment le corps ou est-ce que c'est la projection? Est-ce que c'est vraiment ce corps-là ou c'est tout ce qu'on sera légitime d'accomplir une fois qu'on aura ce corps-là? Et pareil, pour la peur de grossir, qu'est-ce qui nous fait aussi peur que ça? Est-ce que c'est, de changer de devoir acheter un pantalon plus grand ou est-ce que c'est ce que vont dire les gens? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire de nous?
Donc ça, toute l'injonction à la minceur, la grossophobie qu'on a tous intériorisée, depuis qu'on est tout petit. Enfin, tout ça, c'est important de prendre un peu de recul par rapport à ça et c'est très, très compliqué. Quand on a été longtemps au régime, bah, on a beaucoup de règles alimentaires. Qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? C'est pas une Ouais. alimentation parfaite. Pas les what I eat in a day qu'on voit sur les réseaux sociaux. Un Et, repas où tu as une crudité, des frites, des haricots verts, un poulet et une compote, c'est équilibré, même s'il y a des mmh, frites. et Et aujourd'hui, il y a tellement de règles en plus. Tu as dit crudité, j'ai mmh. pensé à, comment elle s'appelle Oh là déjà? là, glucose Glucose goddess. Godez, Aïe, ouais, aïe, avec aïe. ses crudités avant. Enfin, il y a vraiment tellement, tellement, tellement de Mmh. règles à suivre que ouais, que c'est vraiment très peu clair, je pense, dans la tête des gens, c'est quoi une alimentation, voilà, normale, équilibrée. Pourquoi tu penses que c'est si ancré, dans notre société, la peur d'être gros et l'envie d'être mince? Parce que, on voit les discriminations au quotidien. On nous a appris depuis tout petit que il faut faire attention. On a beaucoup vu nos mamans, nos tantes, au régime, donc on a intégré qu'en fait, dès qu'on commence à prendre un peu de poids, ben, il faut gérer. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, on m'a toujours dit: «Profite parce que plus le temps passe et plus ce sera difficile». Mmh. Donc tu intègres que, ouais, c'est quelque chose que je dois maîtriser dès maintenant et sinon c'est trop tard. Ou en tout cas un combat que j'aurai à l'avenir, une sorte de Absolument déterminisme, et puis quoi. c'est pourquoi est-ce que notre estime de nous est autant basée sur notre apparence? Je pourrais faire ça quand je ferai du 36, Ouais, quand je ferai c'est du ça. 38, Mais ouais. ouais, si je fais un Ou je 42, est-ce que je suis une moins bien bonne personne? mmh, Pourquoi même au-delà, on peut même parler de la beauté. Pourquoi c'est si important d'être beau? mmh. Pourquoi est-ce qu'on se met autant d'argent dans notre maquillage, dans nos compléments alimentaires, dans les produits skincare, dans les soins pour le corps, pourquoi c'est si important? Mais bon, on vit dans une société qui est obsédée par ça, on a du capitalisme qui nous, pousse, des pubs et des complexes, qui émergent de je ne sais où, à chaque à chaque trimestre, donc c'est normal. C'est pour ça que c'est difficile justement de prendre un peu de recul et de dire: «Non, en fait, je suis une bonne personne parce que je suis comme ça et pas parce que je ressemble à ça». Donc c'est vraiment une prise de conscience, ouais, des objectifs que la société nous a imposés, qu'on n'a jamais choisis, des objectifs Mmh. du coup de paraître, pas que paraître, on peut avoir envie de se sentir jolie, c'est Ouais, pas «mal» entre guillemets, mais c'est bien juste sûr, que c'est extrêmement précis, d'emblée dans nos têtes, on est jolie parce qu'on est comme ça ou parce qu'on n'a pas de cellulite ou parce qu'on a des abdos ou que sais-je. absolument et puis, c'est un peu sexiste aussi. Mmh, Parce que c'est une pression qui repose beaucoup, beaucoup sur les sur femmes les et femmes. tout l'argent qu'on met dedans, tout le temps qu'on perd, toute la charge mentale qu'on alloue à justement cette volonté de prendre le moins de place possible physiquement, Ouais, bah, c'est physiquement, du ouais. temps et des ressources qu'on ne met pas à renverser le patriarcat. Mmh. Ah Donc ouais. je pense que ce qui sauve un petit peu quand on est vraiment ancré justement dans tous ces dictats, c'est justement de devenir un peu militant. C'est de lire et de se dire en fait non, c'est pas normal. Le Mmh féminisme, mh. c'est super pour ça, se dire mais attends, mais pourquoi on attend ça de moi? Ah parce que je suis une femme, donc je dois être mince, je dois picorer. Parce que les femmes, ça mange pas, hein. J'ai l'image de maîtresse de maison à un dîner qui s'asseyait jamais pour manger. Toujours: «Ah non, Mmh. mais tu sais, moi j'ai pas très faim, je picore». Tu es là genre: «Il faut pas manger plus que ton Que conjoint». t Ouais, Pendant les dates, 1 date, je me rappelle mes copines, elles je me disaient: prends une «Mais tu vas pas salade. prendre le burger?» Ouais, c'est et je suis fou là, je en fais: «Mais» fait. Ouais, donc moi aussi je l'ai vécu, il y a une phase, de colère d'abord. oui, c'est très important et en fait, cette phase de colère, elle est capitale parce que en fait, il faut rediriger cette colère. Parce que cette colère, on l'a déjà contre nous, contre son corps qui veut pas suivre, contre son manque de discipline. Moi, je me détestais, j'étais en colère contre moi tout le temps quand j'avais des compulsions et que j'essayais de maigrir et qu'en fait, je faisais que prendre du poids. Et quand en fait, j'ai compris qui était le vrai coupable et que j'ai dirigé cette colère contre le grand capitalisme, sexisme, Ouais, ou culture des contre régimes et des tout. injonctions, que tu as pas choisies quoi, en tout cas. Ouais. Et au final, quand tu es en colère contre ça, tu te rends compte que t'as plus que de la bienveillance pour toi. Mmh, Et cette bienveillance, c'est ce dont on a besoin, c'est le meilleur moteur pour être heureux, pour prendre soin de soi, parce qu'on peut pas prendre soin de quelqu'un qu'on déteste. C'est mmh, impossible. Et mmh tant qu'on se déteste, on sera plus à même de mettre en place des comportements
plus néfastes de lutte, de contrôle et des choses très mauvaises pour soi, que de réellement prendre soin de soi. Et alors, je suis curieuse de ce que tu penses, aussi de l'obsession de la santé. Parce que j'ai l'impression aussi que notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on est peut-être un peu moins, oui, ou en tout cas il y a eu quelques années bénéfiques où on était un peu moins sur, le culte de la minceur. Je pense que là c'est revenu, Skinny Talk, et Mmh. cetera. Mais on a été quand même très, très, sur le culte de la santé en fait. Voilà ce qu'il faut manger, ce qui est bien pour ton cerveau, pour ton je raconte n'importe quoi et cetera. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça aussi d'ailleurs ça peut amener à des troubles du comportement alimentaire? Il y a un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'orthorexie, et qui est cette obsession du manger sain. Et Mmh. il se diffère un petit peu de l'anorexie où il y a pas forcément cette envie de perdre de poids, mais il y a quand même cette obsession de se dire: «Il faut que ce soit toujours nickel, je prépare à manger quel que soit X, je fais tout maison, les restos, les repas au resto, ça devient un enfer parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans». Et que ce soit sur l'obsession de la santé, à nouveau, c'est toujours question, je pense, d'investissement. Est-ce qu'on s'investit à une juste valeur, une juste quantité dans notre santé ou est-ce qu'il y a un surinvestissement Mmh. qui, en fait, commence à prendre toute la place? Un Prendre soin de un sa con un santé, une sorte de contrôle quoi, à nouveau. ouais, est-ce qu'en fait, on prend soin de sa santé ou est-ce que cette obsession nous ronge de l'intérieur? Mmh. Parce qu'on peut se dire, eh ben, si on fait une obsession, qu'on est stressé sur tout ce qu'on mange, ben, peut-être que ce stress, n'est pas ouf pour ta santé non plus. Mmh, mmh, mmh. Donc au final, prendre soin de soi, c'est pas si compliqué. Faire attention à bien dormir, manger des légumes, essayer de limiter les viandes rouges, charcuterie, fromage, et cetera. Manger plus de protéines végétales, bouger au quotidien, ne pas passer 8 heures assis de suite, sur sa chaise, bien dormir, ne pas fumer. Essayer de pas trop boire d'alcool. Donc Mmh. il y a des grandes lignes qui sont pas si compliquées et c'est aussi question de rigidité. Est-ce qu'en Bah, fait, c'est c'est ça. des règles rigides et qu'on a un mode de vie et qu'en fait on peut pas sortir des clous ou est-ce qu'au contraire on est flexible? Moi, Mmh. ce que j'aime bien travailler avec mes patientes, c'est de revoir toutes les règles qu'elles ont et d'essayer au lieu de mettre des toujours ou des jamais, de mettre la plupart du temps. Mmh, mmh, Ben, mmh. en fait, je mange des légumes dans mes repas la plupart du temps. Ça veut dire que si le jeudi soir, c'est des pâtes bolo, ben, il y a aucun souci. Et l'équilibre alimentaire se joue sur le long terme. On a l'habitude de voir des plats équilibrés ou des journées équilibrées. En réalité, ce serait plus des semaines. Ouais. Et Et on il y a toujours en plus, cette injonction un peu à la performance, même dans ton ouais, assiette, quoi. C'est-à-dire que ben, tu dois manger, puis il y a des aliments à la mode et il faut manger tes carottes parce que tu manges ton rétinol, enfin et il y a c'est trop. c'est beaucoup trop. Ouais. Manger bien, essayer de faire attention, on va dire, de manger, équilibré la plupart du temps pour sa santé, c'est super, mais ça reste que de l'alimentation et on a une vie à part ça. Mmh. En fait, l'alimentation est censée soutenir le reste de ta vie, les choses qui t'épanouissent et qui te permettent de te coucher le soir en étant heureuse. Mais mettre de côté ce qui te rend heureux et les bons moments de la vie, mais pour gérer cette alimentation, c'est un peu prendre le problème à l'envers et on passe peut-être à côté de quelque chose. Mmh. Parce que si c'est Et pour vivre infiniment, mais au final d'avoir stressé toute ta vie, est-ce que je juge pas, mais on peut poser la question. ouais, ouais. Et c'est un peu ce qu'on disait du coup en préparant cette interview, c'est qu'il y a aussi, beaucoup de choses autour des compulsions alimentaires ou en général voilà des troubles du comportement alimentaire qui se passent dans la journée hors du moment de du repas, en fait. C'est-à-dire? À quel point, tu as dit, «oui» alors que tu avais envie de dire «non», Ouais. à quel point tu as poussé, trop même, au Mmh. boulot, que tu as pris 0 pause parce que, tu avais Mmh. une envie de performer et cetera et cetera. Ouais, absolument. Après, on a parlé de la restriction tout à l'heure, mais il y a un sujet d'accueil des émotions aussi qui est important, où ben, qu'est-ce qui fait que, à un moment tu craques parce que tu n'en peux plus? J'observe souvent un manque d'affirmation de soi chez les patientes. Personnes qui osent pas dire les choses. Et Mmh. donc au final, tout ce qu'elles ne disent pas dans la journée, ben, à un moment, elles rentrent chez elles et en fait, c'est tellement fort à l'intérieur qu'elles ont besoin d'anesthésier ce truc-là et donc ça peut aller en compulsion. Donc c'est c'est aussi un équilibre de vie. C'est une relation à soi, et une relation aux autres aussi, Mmh, à bien sûr. explorer. Et c'est pour ça que c'est complexe. C'est qu'il y a plein de facteurs qui sont un peu, issus de partout
et qui s'imbriquent et qu'en plus ils deviennent de plus en plus forts parce que, OK, on s'est pas affirmé de la journée, mais si on est affamé et qu'en fait on s'est privé de chocolat depuis une semaine, bah, ça fait un cocktail qu'il est impossible d'éviter. Donc c'est un tout et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes perfectionnistes Mmh. dans ma patientèle, Mmh. beaucoup. C'est là où nos mondes se croisent. Mmh, Ouais, absolument. Beaucoup de ouais. perfection, cette envie que tout soit nickel et c'est un peu ce que tu disais de l'obsession de la santé aussi, mais c'est pas si compliqué. Ouais, ouais, mais en fait, c'est un mindset, Mmh. je le vois, en fait, c'est que quel que soit le sujet, voilà, ton état d'esprit en arrivant sur le projet, c'est: «OK, il y a un manuel, je vais bien faire les choses, je vais mettre tous mes efforts, toutes mes ressources dessus, je vais bien organiser, j'ai pas le droit à l'erreur, je vais, traquer». Enfin, tu vois, c'est Ouais, en fait, c'est un mode de fonctionnement ouais que et surtout, comme tu dis, c'est que l'impression qu'on a, la sensation qu'on a quand on suit le manuel à la lettre, c'est tellement grisant. Se dire: «J'ai tout en contrôle, j'ai géré, mes trackers, ils sont au top, j'ai pas il y a pas un moment où je suis sortie des clous». Mais tu te couches, tu es euphorique ouais, c'est et ça, c'est c'est ça le ton problème aussi dans la perte de poids, c'est que quand tu fais bien et qu'en fait les kilos baissent, bah, tu te dis: «Mais il y a rien qui peut m'arrêter dans la vie. ouais, c'est Je comme si suis au ça top». t'ajoutait de la valeur, quoi. Ouais, Ou c'est c'est comme ça si tu t'en et donc trouvais, en ouais. fait, mettre de côté cette envie de maigrir, c'est OK, accepter son corps, mais c'est aussi faire le deuil de cette euphorie et de ce qu'on accorde comme valeur au contrôle et de se dire, «J'ai ma vie entre mes mains». Mmh. Donc c'est très profond. Ouais. Ouais, ouais, c'est très profond. Et alors si on revient sur ta réinvention, Dis-moi. donc toi aujourd'hui tu es, à ton compte, libéral, qu'est-ce que, tu préfères dans ta nouvelle vie professionnelle et qu'est-ce que tu aimes le moins? Que j'aime le plus, c'est vraiment le moment où je finis une consultation avec une personne et que ça a été une super consultation. Je sens qu'on a avancé, où on a fait un exercice, où il y a eu un déclic. Je vois le sourire sur le visage en face et le «Ah ouais, mais ça c'est super, je vais m'en souvenir» et cetera. Vraiment Mmh. l'impact positif que tu peux avoir sur une personne qui en fait a essuyé des années et des années de lutte derrière, où tu te dis: «En fait, je peux faire la différence et en plus on a passé un bon moment», c'est Mmh. génial. Ça, j'adore. Mmh. J'adore le moment où, j'apprends de nouvelles choses, où, je prends connaissance d'un nouvel outil, où je lis quelques recherches et qu'il y a un nouveau concept que je commence à maîtriser, que je me dis: «Ah, là, je sais à qui je vais en parler». Mmh. Parce que même entre les consultations, moi, je pense à mes patients tout le temps. Je dis: «Oh là là, la prochaine fois, je vois, machin et oui, la dernière fois, on a fait ça, là, ce serait bien, mais attends, et puis je fais mes petites recherches, je fais mes devoirs. Je me dis: «Oui, Ouais, non, mais qu'est-ce que je ça peux va être lui super». apporter de Vraiment, je plus? suis investie à 100. Mmh. Donc ça, j'adore. Les choses un peu plus compliquées, c'est, bah, le fait d'être seule, mine de rien, parce que les moments de doute et cetera, ben, on est tout seul dans son bureau ou ou derrière son écran, donc c'est pas forcément évident. Les moments de doute, ouais, peuvent prendre un peu de place. Donc là, c'est important aussi d'avoir un peu un réseau sur qui tu peux compter et là, les réseaux sociaux, c'est super pour ça parce qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées sur internet, des diètes aussi un peu dans la même veine que moi qui, avec qui on peut échanger, on peut se donner des conseils, les choses sur lesquelles j'ai un peu des doutes, ben, je leur en parle, elles sont d'accord avec moi, donc ça me rassure aussi. Donc avoir ce réseau et cette toile, en tout Un cas, cercle, ouais. un cercle sur qui tu peux compter, quand tu es en libéral tout seul, c'est vrai que ça peut être un peu difficile. Et puis, voir l'agenda qui se remplit pas, Ouais. ça, c'est toujours, un peu compliqué. Je suis assez active sur les réseaux sociaux et puis, quand j'ai passé 3 heures sur un post et qu'en fait, il performe pas comme j'aurais aimé, bah, ça fait toujours un petit peu mal. Je me dis: «Voilà, est-ce que j'aurais bien fait de est-ce que je dois pas mettre moins de temps sur les réseaux sociaux du coup?» Mais après, quand on met moins de temps, bah, on n'est pas satisfait de ce qu'on fait non Ouais, plus. tu as l'impression Donc, d'apporter moins de valeur. ouais, donc c'est toujours un équilibre un peu difficile à trouver. Mmh. Et puis voilà, je pense que c'est les 2 grands aspects un peu plus compliqués, je pense. Et alors, quand tu, regardes, ton parcours un peu en arrière, qu'est-ce qui a le plus, changé en toi? Je trouve que je m'affirme un peu plus. Je m'affirme plus, j'ai moins de doutes,
J'ai beaucoup travaillé sur le syndrome de l'imposteur et cetera, donc le fait de pouvoir écrire mon propre manuel, ben, justement, ça aide beaucoup pour ça. Hem, Après il y a un peu j'ai pris de l'âge depuis, hein, parce que Mmh. ça fait La 5 ans que sagesse j'ai quitté le naturelle. conseil, donc mine de rien, là, j'avais à 50 plus au début de trentaine, on n'est plus du tout la même personne et je pense que ça m'a beaucoup changé, même humainement surtout. Beaucoup plus confiance en moi, j'ai une estime de moi qui est beaucoup plus stable, heu Et d'ailleurs, j'ai envie de te poser la question et même de te remercier. Tu t'es beaucoup ouverte, tu vois, et tu as aussi, bah, partagé ta vulnérabilité, notamment dans ce podcast, mais tu le fais aussi dans tes réseaux sociaux. Heu, Est-ce que ça t'apporte, de la confiance en toi, justement? de Comment montrer est-ce ma que tu vulnérabilité. Ouais, comment est-ce que tu le vis? Ouais. Je pense que oui. Je pense que oui parce que, en parler autour de moi, de ce que j'ai vécu, de voilà, de la culture des régimes, des troubles du comportement alimentaire et cetera. Je trouve que ça renforce encore plus ma position et ça me rappelle en fait tout le chemin parcouru. Je compatis aussi avec la lutte des gens que je rencontre, qui écoutent ce message et je trouve que ça rend plus fort de Mmh. parler de sa vulnérabilité et ça en fait, ça empêche de douter. Et de faire demi-tour aussi. Je me dis: «Mais en fait, j'en ai tellement parlé, tout le monde le sait que je suis persuadée, je peux pas, demain, je peux pas me remettre au régime, c'est impossible parce que j'en ai tellement Mmh. parlé que, ben, ça s'est ancré». Donc au contraire, aujourd'hui, j'en parle sur un podcast, mais bon, ça fait des années et j'aurais pas parlé de ça sur un podcast, du jour au lendemain non plus, mais commencer à parler à un cercle proche, à ceux qui vous vont comprendre, à des professionnels de santé, ça aussi, c'est important. Mais Mmh. ouais, c'est important de parler de sa vulnérabilité. Ça rend Ouais, plus parce que fort. ouais, c'est ça et j'ai l'impression que c'est un peu, le point de départ de ce que tu me disais. C'est une question c'est presque une manière de s'affirmer aussi. C'est une manière de dire: «Bah, c'est mon histoire, et aujourd'hui, en l'occurrence pour toi, c'est, la pierre que tu veux apporter à un édifice aussi». Mmh. Donc, c'est je trouve que voilà, c'est une forme d'affirmation de soi. Ma dernière question pour toi, c'est, bah, comment tu vois la suite et est-ce que, tu aurais envie de te réinventer à nouveau? Alors, à ce stade, je dirais non, pas de nouvelles réinventions. Après, en tant que diététicienne, enfin, je peux toujours ajouter des spécialisations ou des cordes à mon arc. Ouais. Donc, là, je suis très installée sur, l'alimentation troublée, les troubles du comportement alimentaire, de plus en plus. On sait pas de quoi fait l'avenir, mais pour l'instant, je suis bien comme ça. OK, Je OK, suis donc bien comme plutôt au ça et sein de puis ta pratique, quoi. peut-être, ouais. Mais l'activité en libéral me plaît beaucoup, pouvoir parler aux gens directement, ça c'est super. Être à mon compte, au final, le jour où mon planning sera plein, ce sera super, on en parlera beaucoup moins. J'aimerais bien avoir une voix qui porte de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux. Hem, mais non, je sens que je suis bien lancée. Les seuls moments de doute que je peux avoir, c'est quand je me compare aux gens qui ne se sont jamais réinventés et Mmh. qui achètent leur, 5e, bien immobilier, qui ont voyagé, dans les tropiques pour la 6e fois cette année. Je me dis: «Bon, c'est des choses que j'aurai peut-être jamais». Mmh. Et on compare toujours avec ce qu'on n'a pas, hein. C'est l'être humain qui fonctionne comme ça. Mais non, honnêtement, je suis très contente dans cette réinvention et je pense que ça aurait été beaucoup plus dur pour moi de ne pas la faire Ouais, que de la je faire. ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Le coût, émotionnel, physique, dans toute ta vie, il aurait été plus important si tu l'avais pas Ouais, faite. ouais, Mmh, c'est ça. mmh. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent: «Mais du coup, ouais, c'est super, tu as eu du courage, de tout changer et cetera, tu pas peur?» Oui, bien sûr, il y a un peu de peur, hein. On sait les risques qu'on prend, en termes de stabilité financier et cetera. Mais je trouve que ça aurait été tellement plus difficile et plus courageux, en fait, de d'assurer la stabilité et de pas s prendre le risque. Donc ouais, c'est quand il faut y aller, faut y aller. Quand il faut Mmh, y aller, mmh. on peut plus rester. Donc là, pour Ouais. l'instant, je suis bien. On sait jamais de quoi est fait l'avenir, mais pour l'instant, je pense que je suis bien lancée. Mes parents risquent de me tuer si je leur dis que je vais encore changer. J'ai toujours voulu Ouais, faire ouais. médecine Ouais, à je vois ce que nouveau. tu veux dire.
Où est-ce qu'on peut te trouver justement sur les réseaux sociaux? J'opère sur les réseaux sociaux sous le nom de Mange ton cookie. Je vous épargne l'orthographe de mon prénom, on sait jamais où est le i, le y, le e, donc Mange ton cookie, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok aussi. J'essaie Et je d'être jeune. recommande vivement à nos auditeurs et auditrices, de te suivre parce que, bah, tu apportes beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur dans ton contenu, et que c'est d'utilité, publique si on me demande de mon avis. Non, tu trop gentil. Merci Non, non, Aïcha. mais c'est vrai, c'est vrai. Ce sujet est important, il est important, voilà, à tout âge, il est important, enfin voilà, c'est important de déconstruire tout ça. Donc c'était aussi une thématique que j'avais envie d'apporter, dans mon podcast. Donc, merci pour ça. Merci Bah, à écoute, toi. on te souhaite, plein de succès du coup, dans ce rôle, et que, bah, tu continues aussi à t'épanouir et un grand merci, du coup pour nous avoir, raconté tout ça et pour t'être ouverte. Merci beaucoup Aïcha de m'avoir reçue. Merci. À très vite, bye bye. Bye bye.